Bonsoir. En plein mois de décembre 2018, l'actualité est marquée par des soupçons de la présence sur le marché national à travers une marque très prisée, présence, disais-je, d'un label de riz présumé impropre à la consommation. En cette période de fête de fin d'année, au cours de laquelle, vous le savez, cet aliment est très consommé, les acheteurs prennent peur et l'opinion s'emballe. Le scandale se fait sous fond de méfiance et de dénonciation voilée entre deux grands opérateurs exerçant dans ce secteur. L'un d'eux ira jusqu'à annoncer son départ du syndicat des patrons, le JICAM. Il va jusqu'au ministre du Commerce pour taper du poing sur la table et siffler la fin de la récréation, mais surtout rassurer le consommateur. Trop tard, le mal est fait. Dès lors, survient une kyrielle de questions qui tournent autour de la qualité, non pas uniquement du riz, mais de façon générale des produits qui sont écoulés sur le marché national. Combien sont-ils ceux des consommateurs qui, après un achat, s'estiment désabusés à cause de la qualité douteuse du produit acheté? Loin de ce qu'on a qualifié de affaire Broly, Entretien s'intéresse ce soir aux différentes normes et certifications que les distributeurs doivent respecter afin de préserver la santé des consommateurs. Tenez, par exemple, quand on sait que ces aliments sont souvent à la base de certaines maladies. Le diabète est la 5e cause de mortalité au Cameroun. Ce chiffre, évidemment, est de l'Organisation mondiale de la santé qui l'affirme dans le rapport mondial sur le diabète publié en avril 2016. L'hypertension gagne du terrain et les maladies qui en partie concernent évidemment le mode alimentaire. Le secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun est aussi président du Centre technique agroalimentaire du Cameroun, une structure agréée qui accompagne les pouvoirs publics dans le domaine de la normalisation et de la certification. Jacques Kemle, Tchabou, bonsoir. Bonsoir, Divita. Bienvenue chez nous. Bonne année. Je vous en remercie. Permettez-moi de commencer par cette question, j'ai failli dire subsidiaire. Consommez-vous sans crainte, en toute assurance, les produits qui sont écoulés sur le marché camerounais? Monsieur Dipita, ce que je vais vous dire, contrairement à ce que les gens pensent, nous avons des bonnes denrées alimentaires dans notre pays. Et quand j'ai besoin d'un jus de fruits, je fais acheter de l'ananas, de la papaye, on me le presse. Et aujourd'hui, nous avons des opérateurs qui savent le faire. Et je dis souvent, pourquoi achetons-nous de la poudre? C'est-à-dire pour consommer de la poudre. Ce qu'on vend dans les supermarchés qui est importé, la plupart du temps, on écrit jus naturel, mais c'est tout sauf cela. Et je dis aujourd'hui, les opérateurs nationaux font un effort qui est louable dans la transformation des fruits, j'aime bien dire ça, et la transformation d'autres denrées alimentaires. Je peux vous dire que je fais faire des achats, et quand je les fais moi-même, je le fais en toute quiétude. Parce que déjà, dans l'esprit de ceux qui produisent, dans l'esprit de ceux qui vendent ce qu'ils ont importé, la démarche qualité a commencé à être une préoccupation. Et du coup, on n'a plus peur quand on va dans un supermarché, vous allez voir les denrées qui viennent de notre terroir, qui sont vendues. Même si le pourcentage est encore résiduel, j'avoue qu'il est déjà assez considérable. N'empêche que sur le plan tout au moins psychologique, le consommateur a toujours comme cette réticence face à un produit importé vis-à-vis du produit camerounais. Vous voyez, la communication que nous faisons aujourd'hui, elle est extrêmement importante. J'aime souvent dire, au Cameroun, la communication politique a gagné du terrain. Alors qu'en réalité, si l'économie ne fonctionne pas, la politique ne fonctionnera pas. Et je loue ce type d'effort que vous faites depuis un certain temps. C'est-à-dire faire savoir aux Camerounais que dans leur pays, il y a des bonnes denrées et qu'on ne devrait importer que pour relever l'offre ou alors pour remédier au déficit.
Et je pense que ça commence à rentrer dans l'esprit des gens. J'aime souvent prendre un exemple, celui des huiles végétales. Voyez-vous, au Cameroun, aujourd'hui, on consomme 95% des huiles végétales produites au Cameroun. Pourquoi c'est le cas? Parce que ce sont des huiles de qualité. C'est un secteur qui s'est démarqué. Aujourd'hui, on voit les pâtes. Ce secteur commence à se démarquer. Et parce que les opérateurs de ce secteur commencent à faire de la qualité une de leurs préoccupations essentielles. Et c'est en communiquant comme nous le faisons aujourd'hui que les Camerounais, les consommateurs que vous et moi sommes, allons comprendre que dans notre pays, on trouve des denrées alimentaires de qualité. Et il faut se dire que dans les deux secteurs que vous venez de citer, la production suit, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Vous savez, si nous avons un problème dans ce pays, c'est sur la transformation. D'accord. Et c'est pour cela que nous insistons toujours sur ce volet-là. On dit, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons, transformons les produits d'origine locale. Et si vous qui êtes sur le terrain, vous avez le sentiment que ce slogan est bien implémenté? Mais il porte. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de ce qu'on appelle les cookies, c'est plus des cookies importés. Ces cookies sont faits avec de la farine de plantain, avec de la farine de manioc, avec de la farine de maïs. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Mais il est question aujourd'hui de densifier la consommation de ces produits-là. Et vous savez que pour pouvoir transformer, il faut bien qu'en amont, on ait la matière première. Donc aujourd'hui, dans notre pays, il y a ce souci du relèvement de l'offre de la matière première. Parce que voyez-vous, le pain qu'on appelait le kumbabret à l'époque, c'était pas fait avec du blé. C'était de la farine de patate. Aujourd'hui, la patate, on ne la voit même plus. Le manioc est insuffisant. Alors que nous savons très bien qu'avec ces matières premières-là, nous pouvons avoir un substitut du blé. Absolument. Donc, il faut densifier la production en amont pour qu'en aval, les unités qui se mettent en place aient de la matière première. Si je reviens dans le cas que vous avez dit tout à l'heure, par exemple, les huiles. Oui, les huiles. Les huiles. Okay. Quand vous prenez l'huile de palme brute, M. Dipita, est-ce que vous savez que la capacité de transformation est de 1 083 000 tonnes, pendant que l'offre de la matière première est à peine de 360 000 tonnes? C'est quand même un donné à penser. Ça signifie qu'il y a un travail à faire en amont, celui du relèvement de l'offre. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve à un moment donné de l'année en train d'être importé, en train d'importer la matière brute. Mais qu'est-ce qui nous empêche de la produire localement? Et je vous pose la question. Mais les terres ne sont pas disponibles. La semence de qualité n'est pas disponible. Qui doit mettre à disponibilité les terres? C'est l'État, c'est pas quelqu'un d'autre. Absolument. Comment pouvez-vous imaginer que les gens aient titré des forêts dans ce pays sans une mise en valeur, quand nous savons que le déterminant pour l'obtention de ces certificats de propriété, c'est la mise en valeur? Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau. Et quand cette réforme foncière tant attendue sera faite, il faudra que la semence se suive. Donc tout ça, c'est lié. C'est lié, c'est un tout. Il faudra qu'on ouvre des pistes pour avoir accès au bassin de production et aller chercher cette petite production qui existe là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les Camerounais sont en capacité de transformer. Mais je vous dis, il n'y a pas la matière première. Quand vous prenez le cas du maïs, les brasseries les utilisent, c'est-à-dire les industries brassicoles. Les provenderies utilisent le maïs. Ce même maïs est destiné à nourrir tous les réfugiés que vous imaginez. Donc on ne le voit même pas. Et quand on le voit, il est cher. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on densifie la production de ce maïs qui permet de faire de la bière qui est emprisée, qu'on consomme en termes de millions d'hectolitres dans notre pays? Ce sont des sources de revenus. Alors, si on se trouve en train d'importer du maïs, est-ce que c'est bien? Donc, il y a un effort à faire au niveau de la production agricole. Et quand elle sera faite, on n'aura pas de souci. Quand on parlait du riz, mais l'offre en riz est très insuffisante. Si vous prenez la société que nous connaissons, qui est étatique, elle produit combien par mois pour le besoin que nous connaissons, qui est assez élevé? Les gens sont obligés d'importer. Donc, il faut donc que les zones où on peut produire du riz, encore qu'on a plusieurs types de riz aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin du riz fluvial. Donc, aujourd'hui, on peut produire plusieurs types de riz. Il faut que l'accent soit mis dessus. Que ceux qui vont vers la production soient encouragés. J'aime souvent dire, M. Dipita, que la loi de 2013
relative aux incitations aux investissements. Dans cette loi, il y a des choses qui nous dérangent. C'est-à-dire que vous êtes installé, monsieur Dipita, vous faites déjà du riz, vous faites déjà du palme. Mais on donne des avantages exorbitants aux gens qui viennent davantage transformer, alors qu'on devait donner des avantages à ceux qui sont en amont. C'est-à-dire pour pousser les gens à la production intensive, si on peut le dire ainsi. Et à ce moment donné, on est sûr que l'offre en matière première sera disponible et que la transformation va suivre. Alors quand vous avez une loi comme celle-là, qui donne des avantages à ceux qui disent qu'ils vont s'installer, au détriment de ceux qui sont installés, vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que vous donnez l'impression de créer des emplois, de créer des revenus, mais vous détruisez ce qui existe. Alors qu'en fait, il faut préserver ce qui existe avant de développer de nouveaux emplois. Donc, c'est un tout. Il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'on avance. Parce que nous, au niveau de la transformation, on a un souci. C'est cette matière qui n'existe pas. Alors, produire, c'est bien. Consommer, c'est certainement mieux. Entre les deux, il y a des normes à respecter. Il y a une qualité à proposer. Il y a que le consommateur, dans ce cadre-là, doit être protégé. Comment se présente l'environnement camerounais dans ce domaine de la certification, de la norme, de la qualité du produit? Vous savez, depuis 90, dans notre pays, les choses ont commencé à bouger. Et avec l'entrée de l'Agence des normes et de la qualité, la norme, nous avons compris que le Cameroun était définitivement dans la voie de la qualité. Et c'est pour cela que l'infrastructure nationale qualité est devenue une préoccupation. Parce que voyez-vous, le tout n'est pas de dire qu'on met à disposition du consommateur des denrées en quantité, mais il faut que ce soit des denrées de qualité. Absolument. Et quand on parle de la qualité, on voit la norme, c'est-à-dire on voit les standards, on voit les règlements techniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a la prétention de conquérir les parts de marché, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit aujourd'hui qu'il faut consommer camerounais, ça veut dire qu'il faut conquérir ces parts de marché. Absolument. Vous ne pouvez le faire que si vous offrez des produits de qualité. Et c'est pour cela que j'aime dire que avant de prétendre s'exporter, il faut déjà satisfaire le marché national. Sinon, quand vous serez en train d'exporter, on va importer dans votre pays. Absolument. Comment pouvez-vous imaginer que les Camerounais aient le courage de manger des gâteaux madeleine importés qui ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que localement c'est produit? C'est quand même un problème. Quand on sait que le transport est une des causes de dégradation de l'aliment, on se demande pourquoi les gens peuvent acheter ce dont ils ne savent même pas dans quelles conditions on a produit. Parce que c'est l'avantage de consommer ce qui est local. C'est qu'au niveau de la qualité, vous avez au moins la chance qu'on a veillé, on a accompagné dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de fabrication. Mais quand c'est importé, vous n'avez aucune idée. L'emballage est très beau, mais quand on analyse, ce n'est pas toujours ça. Ça ne veut pas dire que sur le plan local, tout est parfait quand c'est produit localement. Mais je précise que cette notion de qualité est désormais intégrée dans nos unités. La preuve, c'est que beaucoup ont des certifications. Ça signifie qu'en dehors de ce qui est fait sur le plan local par notre agence de normes de la qualité, qui progresse en qualité, il faut le dire, nous avons également des certifications qui sont faites par des organismes qui ne sont pas camerounais. Je ne vais pas faire leur publicité ici. C'est dit donc que si les entreprises camerounaises prennent la peine de respecter non seulement les standards nationaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les NCO Cameroun, la norme camerounaise, mais respectent aussi les normes internationales, c'est du Codex Alimentarius, ça veut dire qu'on est résolument inscrit dans la démarche qualité. Et aujourd'hui, M. Dipita, il est important de dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne sera plus toléré dans notre espace commercial des denrées qui ne respectent pas la norme. Et comment faites-vous pour vous assurer de cela, de cette détermination? Mais vous savez, si c'est un produit qui est importé, je ne vais pas vous dévoiler tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire que le PKI, qui est le programme d'évaluation avant embarquement des produits en direction du Cameroun, ça veut dire qu'il y a un petit travail qui est déjà fait en amont, et une fois que c'est au Cameroun, il y a un deuxième travail qui est fait, et il y a même un troisième filtre maintenant, c'est le centre technique. Absolument. Parce que, voyez-vous, le Cameroun
a bien fait de reconquérir sa souveraineté. Vous ne pouvez pas demander aux étrangers d'évaluer la nourriture que le chef de l'État mange. J'aime le dire comme ça de façon simpliste. Ça signifie quoi? Une fois qu'on nous a fait comprendre au niveau des ports d'embarquement, que le produit est certifié, tout ici, il n'y avait pas une contre-expertise, si on peut dire ça comme ça. C'est un problème, M. Dipita, parce que nous avons vu des produits arriver ici qui étaient contraires aux normes en la matière. Ça signifie qu'il fallait bien que le Cameroun mette le dernier filtre. Ça dit qu'on a fait une évaluation au niveau du port d'embarquement, c'est arrivé, on a donné ce certificat de conformité, après l'attestation de conformité, mais le centre technique est là maintenant. Ça veut dire que si vous, consommateurs, vous avez le moins de doute sur la qualité du produit que vous êtes offert, vous avez la latitude de saisir le centre à l'effet d'évaluer techniquement le produit qui, dans votre esprit, crée un doute. Et c'est pareil pour l'administration en charge du commerce, qui a une brigade en son sein. Vous savez quelles sont les zones de la brigade. C'est non seulement pour le commerce illicite, mais c'est également pour la protection du consommateur. Et si le ministre du Commerce, à un moment donné, a des doutes sur la qualité d'un produit qui est vendu dans l'espace commercial, c'est ce qu'il a à faire. C'est simplement de saisir le centre à l'effet de le rassurer sur le fait que le produit doit circuler librement dans notre espace. Et si ce n'est pas le cas, les mesures sont prises. Elles sont prises. C'est non seulement la sortie du produit, mais toutes les autres qui peuvent s'en suivre. Et vous savez, ce qui est intéressant dans notre pays, c'est que, bien qu'on ait donné ce pouvoir, le pouvoir des gendarmes du marché au ministre du Commerce, à travers sa brigade nationale contre la répression des fraudes, on a donné une possibilité aux consommateurs à travers la loi cadre sur la protection du consommateur de 81. C'est la possibilité de saisir directement les juridictions à travers les associations de consommateurs ou alors simplement des consommateurs qui se sont associés. Vous voyez la nuance. Parce qu'on a des associations de consommateurs légalement constituées, mais si vous n'allez pas vers là, un ensemble de consommateurs peut se mettre ensemble et dire nous sommes victimes de dommages liés à des aliments que nous avons consommés. Ça signifie que l'idée d'avoir des denrées qui ne vont pas nuire à la consommation du consommateur reste une préoccupation des pouvoirs publics. Et ce qui est intéressant, M. Dipita, c'est que dans tous les pays du monde, les centres techniques sont gérés par l'État. Mais au Cameroun, c'est une exception. C'est géré par le secteur privé. Et comment ça s'explique? Je vais vous dire, parce que le partenaire principal, vous le dites, c'est l'État. Non, le ministre de l'économie était clair à l'époque, où il lançait officiellement les activités. Il dit, nous avons fait confiance à la rigueur du secteur privé. Parce que, M. Dipita, on ne peut pas vous donner un élément de votre protection et vous amuser avec. Ça, c'est sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous savez, on a toujours soupçonné les fonctionnaires dans pas mal de choses, bien entendu, qui sont en complicité avec certains opérateurs privés. Il était donc question que dans un partenariat public-privé, que cette institution soit mise en place et que les maîtres soient les acteurs du secteur privé. Ça veut dire que eux, ils ont la charge de s'assurer que ce qui circule, ce qu'eux-mêmes produisent, ce qu'ils importent, respectent les standards. Donc, pour faire simple, je veux dire, dans la structuration, il y a en amont la NOR qui fixe tout ce qui est norme, et vous venez un peu en aval, pour, notamment dans le secteur agroalimentaire, pour l'expertise, et surtout, peut-être assurer aussi le consommateur. Oui, parce que une des missions principales du centre, c'est l'accompagnement des entreprises du secteur de l'agroalimentaire vers la qualité. En modernisant les outils, en renforçant les capacités, mais surtout en évaluant techniquement tout ce qui est produit localement et tout ce qui est importé. C'est-à-dire la matière première, le produit fini, produit localement et importé. Et ça, quel est l'objectif? Vous savez, vous qui êtes en train de faire ce jus naturel, j'aime souvent prendre cet exemple, parce que le Cameroun a tellement de fruits que pour moi c'est une aberration de voir les gens en train de courir vers des choses que je n'ose pas qualifier. Quand vous les avez accompagnés dans les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, M. Dipita, qui sont reprises dans la loi dont on va probablement parler, la loi cadre
c'est-à-dire la loi qui a permis la mise en place de la sécurité sanitaire des aliments, vous allez vous rendre compte que celui qui a acheté son ananas, son fruit, qui ne savait pas qu'il doit s'assurer d'abord que le fruit est propre en le nettoyant, qui devait travailler dans une petite chambre, j'aime le dire ainsi, qui est assez sécurisée, où les insectes n'entrent pas, où les mouches n'entrent pas, devait mettre des gants, c'est élémentaire. Absolument. Devait peler ses ananas d'une façon assez propre, devait mettre quelque chose pour éviter que la salive, quand on parle, rentre dans ce qu'il produit. Vous pouvez être sûr que déjà à 50%, il aura géré la question de la qualité. Avant peut-être de parler davantage de ces structures qui ont déjà peut-être, je veux dire, un certain nombre de matériels qui permettent la production d'un produit fini, si je peux me redire, de qualité. Je veux dire qu'à l'observation, quand même, au quotidien, on voit encore dans nos rues ces messieurs qui marchent avec des fruits qu'ils vendent. On voit ces dames qui, au bord de la rue, sur leur kiosque, je veux dire qu'on s'interroge si le premier contact visuel qu'on a avec nos produits, on s'interroge sur ces questions justement de qualité. Disons que ce n'est pas camerounais. Nous qui voyageons, nous voyons ça partout. Mais ce n'est pas bon pour la santé du consommateur, il faut le dire ainsi. Parce que, monsieur le député, voyez-vous, quand je vois quelqu'un avec des beignets sur la tête, à Douala, avec tout ce qui a comme ça, transpirant souvent, servant sans mouchoir, ça me fait quand même un pincement au cœur. C'est pour cela qu'il faut communiquer. Vous pouvez bien vendre des beignets, mais que vous ayez un récipient assez propre, que vous ayez, qu'il soit bien protégé, que vous soyez revêtu peut-être des gants, que vous ayez une espèce de site où vous êtes installé et vous faites votre commerce. C'est-à-dire qu'il faut que les choses élémentaires, j'ai parlé des bonnes pratiques d'hygiène, parce que, vous savez, j'aime souvent dire que ces notions-là viennent de l'industrie pharmaceutique. Parce que, voyez-vous, on savait qu'en consommant un médicament, il faut prendre des précautions extrêmes. Absolument. Et finalement, ça a glissé donc dans l'industrie agroalimentaire. Donc, quand vous prenez ces précautions élémentaires, c'est-à-dire que les mains sont lavées, les mains sont protégées, vous avez fait la moitié du chemin. Vous avez fait une bonne partie du chemin. Maintenant, il faut bien que vous ayez quand même un... Parce que j'aime dire qu'on n'a pas besoin d'investir des milliards pour faire de la production. Quand je prends ce cas de fruits, c'est parce que on se rend compte aujourd'hui dans beaucoup de manifestations, on a des jus dans des bouteilles, sans étiquette, sans rien. Donc, c'est ces petites formations-là. On leur dit, voilà, on leur dit, ayez un emballage qui soit propre et un emballage où une fois que vous avez mis votre produit hermétiquement fermé, étiquetez votre emballage parce que tout ce problème de qualité, c'est pour la protection de la santé du consommateur et le respect de l'environnement. On ne se leurre pas. Et une autre chose, c'est le développement de l'économie. Parce que quand vous avez fait cela, vous avez pris ces précautions élémentaires, le consommateur qui doit être rassuré au moment où il achète ce que vous lui vendez, il n'aura pas de souci. Mais si déjà sur le plan visuel, comme vous l'avez dit, il se rend compte que vous avez un verre en main, vous avez un produit dans votre seau, vous dites c'est de la bonne eau, parce que l'eau, ça fait partie de l'agroalimentaire. Et quand il va boire cette eau, qui a plus de la poussière... Conséquences sont directes. C'est direct. Alors, à partir de là, vous dites qu'il y a donc une inadéquation entre les normes actuelles et les pratiques sociales? Inadéquation, peut-être c'est pas le mot. Ça veut dire que je préfère dire qu'il y a un effort à faire pour se mettre au niveau de la norme. J'aime souvent dire, monsieur le député, la norme est consensuelle, hein. La norme n'est pas obligatoire, il faut bien le dire, il faut que nos téléspectateurs le sachent. C'est quoi la norme? C'est un ensemble d'éléments qui sont mis en cohérence pour pouvoir aller vers la qualité. Et je dis c'est consensuel. Quand tu me demandes de respecter la norme, c'est dans mon intérêt. Ça c'est clair. C'est pour que, je sois à même de vendre ce que j'ai produit ou ce que j'ai acheté, si c'est un achat pour revendre, ou alors que je sois capable de m'exporter. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez exporter une denrée qui ne respecte aucune norme.
Parce qu'aujourd'hui, les clients sont devenus exigeants. Vous lui apportez un produit, il ne sait pas ce que vous lui vendez. C'est dans un récipient, il n'y a aucune indication. La composition, c'est quoi? On a fabriqué quand? Ça se périme quand? Vous n'allez pas acheter ça parce que vous êtes éduqué. Ça, c'est clair. Mais maintenant, lorsque on estime que cette norme qu'on a mise en place doit protéger la santé du consommateur, doit protéger l'économie nationale, doit préserver l'environnement, on peut en faire un règlement technique. Et à ce moment, ça rentre dans l'arsenal juridique et réglementaire. Et si ce n'est pas exhaustif, combien y aurait-il de normes, peut-être dans le secteur agroalimentaire? Je veux dire que, évidemment, c'est pour divers produits, vous l'avez dit. Oui, il y a une pléthore de normes. J'imagine bien. Vous avez, sur le plan national, on en a. Sur le plan international, on en a. Et je dis, si vous êtes un producteur dont votre part de marché est locale, vous allez vous contenter peut-être des normes nationales. Mais quand vous avez la prétention de vous exporter, vous devez vous arrimer aux référentiels internationaux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc vous comprenez que la norme, c'est un accompagnement de l'opérateur. Quand il la respecte, il peut être sûr que, il ne risque pas d'être poursuivi. Parce qu'on perd souvent de vue que lorsque on administre, on vend une denrée qui est frélatée, une denrée qui est impropre à la consommation, on peut être poursuivi et condamné. La loi sur la sécurité sanitaire alimentaire est claire, avec des emprisonnements qui vont de 3 mois à 3 ans, des amendes qui vont de 100 000 à 2 millions. Vous comprenez que maintenant, la fermeté est là. C'est une façon de dire à tous les acteurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient importateurs, qu'ils ont une responsabilité. Absolument. Et même les acteurs qui sont des agents qui ont prêté serment, ils ont une responsabilité. Parce qu'on ne peut pas vous dire, monsieur Dibita, oui, on vous a accordé un agrément pour votre... on a accrédité votre laboratoire. Donc, le résultat que vous donnez est pris comme quelque chose de non discutable jusqu'à la preuve du contraire. Et vous commencez à faire des fausses déclarations. Vous imaginez ce que ça peut causer? Donc, il y a ce travail-là, il y a ces informations-là qu'on doit pouvoir connaître. Quel est le cahier de charge précis que le gouvernement donc attribue au Centre technique agroalimentaire? Vous savez très bien qu'on ne peut pas vous faire une dévolution des services publics et sans un minimum, absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais déjà vous dire que le 3 août 2018, il y a eu la première session d'évaluation du cahier de charge du centre technique. Et je vais vous dire quelle était la satisfaction du gouvernement, parce que bien qu'à cette époque-là, le laboratoire n'était pas encore mis en route, on a formé 100 auditeurs. Quand il dit 100 auditeurs, ce sont des responsables venant des structures, dans l'industrie brassicole, dans la filière des oléagineux, dans la production des pâtes, dans la production des tomates. Qu'on peut considérer comme des experts en qualité. Exactement. C'est-à-dire que c'était les responsables des services de production et services de qualité. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils se rendent compte qu'on est en train de relever le niveau de qualité en ce qui concerne leur production. Quand vous accompagnez les gens dans les BPF ou les BPH, comme je disais tout à l'heure, vous accompagnez dans la norme ISO 22000, qui vraiment est là pour la sécurité sanitaire des aliments, vous comprenez que c'est un plus que votre entreprise a. Ça signifie que quand l'État vous dit « je vous confie une de mes missions », il doit s'assurer que vous l'exécutez. Et ça, le centre le fait. En témoigne le relèvement que nous commençons à noter sur le plan de la production, sur le plan de la qualité, de ce qui est fait dans déjà pratiquement 5 branches d'activité du secteur de l'agroalimentaire, parce que j'aime bien rappeler que l'Institut national de la statistique a fait ressortir 8 branches au niveau du secteur agroalimentaire au Cameroun. Et je puis vous dire que ce soit le café, que ce soit le cacao, que ce soit les huiles végétales, que ce soit les tourteaux, que ce soit les pâtes, que ce soit la tomate, que ce soit les brasseries, nous avons accompagné déjà les plus gros. Je n'ai pas envie de faire de la publicité. On ne va pas la faire. On ne va pas la faire. C'est vous dire que si les gens viennent naturellement, c'est parce qu'ils voient l'apport que le centre est en train de faire. Et ça continue. Vous savez, il n'y a pas longtemps,
vous avez évoqué une question en début d'émission, vous avez parlé du riz. Ça a fait jaser. Il fallait rassurer les Camerounais. Qu'est-ce qui a Vous avez joué un rôle là-dedans? Bien sûr. Lors de la réunion qui a eu lieu le 3 janvier dans la salle de conférence du ministère du Commerce, qui a donné la parole, la dernière parole, c'était au centre technique. Parce que après, que ceux qui sont en amont, notamment la SGS et la Nord, parce que la SGS c'est le bras séculaire de l'État, il faut le dire, c'est un prestataire privé, mais qui travaille pour le compte de l'État. Quand ils ont fait la preuve que l'importateur avait bien eu son attestation au niveau du port d'embarquement, qu'il avait eu son certificat de conformité à l'arrivée au Cameroun, que les services plutôt du ministère de l'Agriculture avaient fait leur travail, le centre technique a dit ce qu'il a fait en termes d'analyse physico-chimique et microbiologique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quoi exactement en termes d'analyse? Vous savez, quelle est la démonstration qui a été faite? Je vais vous dire, d'entrée de jeu, il a été bon de relever une chose, M. Dipita. 50 kilos de plastique, ça coûte 300 000 francs. 50 kilos de riz, c'est à peine 16 000. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça pose quand même un problème. Absolument. Alors, ça veut dire que... Mais là, je suis un peu impressionné parce que je veux dire que donc l'expertise n'est pas que sur le produit. J'ai failli dire qu'il y a une analyse logique là. Vous sortez même de... On part de là. Ouais. On part de là, M. Dipita. Quand vous avez fini de dire cela et que vous allez au niveau de l'analyse physico-chimique, vous savez très bien que ce qu'on recherche, c'est des morceaux de verre, c'est des petites impuretés, c'est de savoir s'il y a de la aflatoxine dans le produit. Et je suis étonné, M. Dipita, quand personne n'a cherché à savoir quel était même le marquage qu'il y avait sur le riz, avant que je ne revienne sur les analyses. Vous savez que la denrée alimentaire doit être étiquetée. Absolument. Parce qu'on doit savoir, il y a plusieurs types de riz. Il y a du riz pré-cuit, il y a du riz 5%, du riz 25%, du riz étuvé. Il y a des types et des types de riz. Je n'ai entendu aucun moment ce qui parlait dire qu'on avait affaire à tel type de riz. Ça m'a d'abord fait rigoler aussi. Et maintenant... Mais je veux dire qu'en tant que consommateur, personnellement, ce n'est pas mon souci. Moi, je veux manger du riz. Non, M. Dipita, votre santé, vous avez du riz basmati. Mais je vous fais confiance. Du moment où le riz est exposé dans un supermarché, je présume que tous les normes de qualité ont été observées. Je présume que la SGS a fait son travail également de vérification. Je présume que la structure que dirige M. Abessol, à qui je dis bonsoir, au ministère du Commerce, le département antifraude et tout le reste a également fait son travail. Donc je ne viens pas regarder, je viens consommer. Monsieur Dipita, le consommateur, il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est le premier gendarme. Vous savez pourquoi? Non du tout. C'est vous qui connaissez votre état de santé. Si vous êtes diabétique, vous pensez que vous devez consommer tout type de riz? Le riz non décortiqué est bon pour vous. Donc, vous devez donc lire. Parce que quand vous lisez l'étiquette d'une denrée alimentaire préemballée, elle vous renseigne sur plusieurs choses. Sur la date de fabrication, la date de péremption. Vous pouvez avoir fait à un riz qui est périmé. L'étiquette vous renseigne sur les ingrédients, sur la nature du produit, qui va donc déteindre sur votre santé éventuellement. Vous comprenez donc que pour revenir dans le cas du riz, quand on passe du riz au chromatographe, permettez-moi d'avancer. Je vois peut-être qu'on sorte spécifiquement du cas du riz. Si on peut faire l'exemple avec notre produit, je ne peux pas non plus donner l'impression que nous rentrons dans ce débat. Non, ce n'est pas un débat, c'est clôturé. Le débat est clos, il y a un débat. Peut-être au niveau technique, mais je veux dire... Oui, au niveau technique. C'est de ça qu'il s'agit, nous ne parlons que de la technique, nous ne faisons pas de la politique. Ok. Nous ne faisons pas de la politique dans l'agroalimentaire. Parce que c'est quand même la santé du consommateur qui est en jeu. Il faut dire les choses vraies. Ça, c'est certain. Et quand un résultat est là, avec les éléments, vous ne pouvez faire qu'une contre-perspective pour faire la preuve du contraire. Et je vous dis, ce n'est pas une chose facile. Elle n'est pas facile. C'est dire que les aliments dans leur globalité, lorsqu'ils sont dans nos étals, s'ils ont été importés, ça signifie simplement qu'ils ont franchi ces barrières-là. Mais c'est vrai que le décret qui mettait en place le PKI avait quand même circonscrit les denrées qui devaient absolument avoir un certificat de conformité à celles qui avaient fait l'objet d'une norme rendue d'application obligatoire. C'était quand même une limite de ce décret, il faut le dire. Et c'est pour cela que sa révision s'impose.
Parce qu'il est question d'élargir le spectre, le champ d'action de cette loi, pour que tout ce qui entre et qui est alimentaire soit évalué. C'est important. Je veux bien partager votre angélisme, mais il n'en demeure pas moins que sur le marché, sur les étals, on continue quand même de trouver des produits qui ne respectent toujours pas les normes de qualité. Mais où est l'angélisme là-dedans? Monsieur le député, je vous ai dit, on ne fait pas de la politique au centre technique. Ce que nous avons déjà fait dans notre action de veille, c'était de répertorier ce qu'il y a dans notre espace commercial. Vous savez ce qu'on appelle la brocante? Absolument. Vous savez ce qui rentre là-dedans? Pas comme un expert, mais je veux dire que nous tous, sur les rues de Douala... La brocante, dans l'entendement populaire, c'est les vieux habits, c'est les vieilles chaussures. Mais c'est loin de là, monsieur Dipita. Toutes les pâtes, les huiles, les riz, tout ce qui est alimentaire, dont il n'y a pas les traces dans les documents douaniers, viennent de cette brocante. Comment expliquez-vous qu'il y a un produit dans l'espace commercial camerounais et qu'on ne puisse pas le répertorier au niveau de la statistique à la Direction générale des douanes? Ça dit que les spécialistes du commerce illicite sont entrés en jeu. Absolument. Alors, c'est pour cela que quand on va dans le marché, vous savez, il y a des infractions à la norme qui sont visuelles. Parce qu'on part d'abord du visuel avant d'aller au prélèvement de l'échantillon, suivi son analyse. Quand vous arrivez, vous trouvez un produit qui est simplement périmé. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire l'analyse? On vous a dit qu'on a fabriqué le 2 octobre et que ça se périmait le 3 octobre. Et le 10 octobre, on trouve le produit dans le... Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Vous allez peut-être me dire qu'il y a une brigade. Oui, mais je dis le consommateur, le premier gendarme, il ne l'achète pas. Ou il dénonce. Parce que la brigade existe, non seulement au niveau du commerce, mais également au niveau des douanes. Mais on ne peut pas avoir un inspecteur derrière chaque commerçant. Et vous savez, ces gens sont très ingénieux. Parce que dès que vous avez décelé qu'ils sont en train de vendre un produit qui n'est pas régulier, le temps d'aller chercher la brigade, vous venez, ils sont partis. Donc, il y a une veille qui doit être collective. Vous et moi, nous devons la faire. Les institutions qui ont reçu mandat doivent le faire. C'est-à-dire que veillez à ce que dans notre espace commercial, on n'ait rien de mauvais. Parce que je vais vous dire une chose, le pouvoir d'achat au Cameroun est faible. Absolument. Donc, le consommateur, quand il va au niveau des étals, il compare, il cherche d'abord ce qui correspond à sa poche et à sa bourse. Dès lors qu'il a vu, il va acheter. Il est question de sortir ces produits du champ visuel des consommateurs. Et ça ne peut être qu'une action collective. C'est pour cela que tout le monde est interpellé. Le renseignement doit fonctionner. Parce que je vais vous dire, dans ce domaine, le renseignement est extrêmement important. Si on est au courant qu'un monsieur détient un stock de denrées alimentaires frélaté dans un magasin situé, je ne sais pas, en Bopi ou à Lopom, je sais où, il est question de dénoncer pour que les autorités qui ont mandat pour le faire viennent saisir. Vous savez, vous n'avez pas le droit d'aller saisir une denrée dans le marché, encore moins un président d'association de consommateurs. Il y a des gens qui ont reçu mandat pour le faire. Il est donc question d'informer ces personnes pour qu'elles agissent. Et c'est pour cela que ensemble on sera fort. Si vous êtes au courant de ça, vous ne dites rien. Si c'est votre voisin qui le vend, vous applaudissez parce que de temps en temps, il vous glisse quelques petits billets de banque. Vous êtes en train de tuer tout le monde. Quand vous irez voir votre grand-mère au village, vous pensez que ce qu'elle va vous donner là ne sortira pas forcément ou de façon exceptionnelle de ce que vous avez laissé parce que vous avez encaissé quelque chose de votre poche. Moi, j'aime dire que nous devons faire très attention. Quand on se laisse corrompre pour que des denrées qui portent atteinte à la santé du consommateur soient vendues, on court le risque de consommer ces mêmes denrées. Je vous dis une chose, monsieur Dipita, quand vous allez dans des réceptions, les gens qu'on appelle traiteurs, là, vous pensez que tout le monde est sérieux? Il y a des professionnels, mais je peux vous dire, il y a des charlatans parmi eux. Donc, eux, ils vont chercher ce qui est moins cher parce qu'ils veulent gagner mieux et vous pouvez consommer ce que vous avez laissé passer. Et à partir de là, quel peut être l'impact des normes étrangères sur le marché national, par exemple? Non, vous savez, j'aime dire, la norme ne s'invente pas, monsieur Dipita. Les normes du codex, on les adapte et on les adopte. Parce que vous avez la sociologie de notre espace, vous avez notre environnement, et quand on parle d'une norme, et c'est pour cela que pour adopter une norme dans notre pays, le draft 0 doit faire le tour des régions. Parce qu'on veut la vie des gens. Une chose peut être bonne en apparence, mais sur le plan sociologique,
elle pose un problème. Sur le plan climatique, elle peut se dégrader. C'est cette chose-là. Donc, quand on parle donc de normes, c'est cet ensemble de spécifications qui sont mises en cohérence, mais avec un objectif unique, c'est d'aboutir vers la qualité. Donc, si vous, de la société civile, vous n'êtes pas interpellé pour que vous donniez votre avis, il y aurait eu une entorse. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'invente rien. J'ai dit, on adopte, on adapte et on adopte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que vous avez des NC camerounaises qui sont en train d'être pondues maintenant. Parce qu'il y avait normes camerounaises. Parce qu'il y avait quand même, au début, il n'y a pas beaucoup de normes, mais il faut dire que l'agence des normes est en train de travailler. Vous voyez, il y a plein de comités techniques qui sont en action et qui sont là justement pour aider l'agence des normes à mettre en place des normes. Pour que maintenant, on ait donc la possibilité de dire, monsieur Dipita, vous pouvez avoir un certificat parce que vous ne respectez aucune norme dans ce que vous faites. Et ce certificat, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le consommateur, c'est bon pour vous, parce que cela vous permet d'accroître votre chiffre d'affaires. Dès lors qu'on sait que vous avez eu la certification de la norme, vous êtes sauvé. Et j'ai envie de demander à quelle dimension de qualité s'intéresse-t-on dans ce cas-là pour le consommateur camerounais? Il n'y a pas de demi-qualité, monsieur Dipita. La qualité doit être totale. Il n'y a même pas de tolérance. Parce que la tolérance, c'est un danger. Imaginez-vous qu'on ait mis un additif qui soit proscrit dans une denrée. Vous savez ce qui peut se passer? Avant qu'on arrête de la saigner, il peut y avoir des morts. Donc, dire qu'il y a des qualités à niveau 50%, non, ça n'existe pas. La qualité dans cette terminologie-là doit être totale. Et cela est toujours répété par celui qui produit les normes, par celui qui certifie. Quand le gendarme du marché vient, sachant que M. Dipita, son entreprise, est soumise et astreinte au respect des règlements techniques, si vous l'avez violé, vous serez sanctionné. Dès que le ministre en charge du commerce va savoir que vous n'avez pas de certification, alors que vous avez l'obligation de respecter une norme précise, alors vous êtes en difficulté. Donc il est question de s'arrimer aux normes qui ont fait l'objet d'une application, qui sont devenues d'application obligatoire, c'est-à-dire qui sont devenues un règlement technique, vous devez la respecter. Et si vous ne la respectez pas, vous serez sanctionné. Saisie de votre produit, destruction, amende et tout ce que vous pouvez imaginer. Je veux dire que qu'est-ce qui fait votre notoriété? Qu'est-ce qui fait votre... pourquoi, je veux dire, quelle est la carte que vous avez présentée au gouvernement pour être convaincant? Je veux dire que vous existez, la Nord a mis toutes les normes, il y a la brigade anti tout ce qu'il y a au ministère, sur le marché. En réalité, l'opérateur économique a émis un vœu de protection. Parce que, voyez-vous, il est très dangereux que pendant que vous produisez, en faisant un effort du respect de la norme, quelqu'un dans son coin ne respecte rien. Et vient vous concurrencer, vient casser les prix, vient vous concurrencer sur le marché, ce n'est pas acceptable. Et chaque fois, les opérateurs économiques accusaient l'État en disant l'État est complice. Vous avez tout à l'heure que ces produits sont dans l'espace, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce que vous insinuez? Que ceux qui travaillent peut-être ne travaillent pas bien, ou qui doivent faire un effort. Alors, l'État a donc dit, puisque vous dites depuis que vous devez être protégé pour pouvoir vous développer, pour créer des emplois et donner les revenus dont moi j'ai besoin en tant qu'État, je vous confie cette mission, mais vous la faites sous mon contrôle. Et quand il dit sous mon contrôle, c'est toutes les administrations qui interviennent de près ou de loin dans le secteur qui sont donc dans le comité de suivi. C'était aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, M. Dipita, c'est que dans le comité d'orientation de ce centre, vous avez non seulement les opérateurs économiques, mais vous avez les groupements patronaux, vous avez les chambres consulaires. Ça veut dire que la crème de l'économie nationale est représentée. Et la particularité de ce comité d'orientation, c'est quoi? C'est que vous avez en son sein les représentants de toutes les branches d'activité. Ça signifie quoi? Dès lors que
qu'une mesure a été arrêtée et doit être implémentée, non seulement la direction sera chargée de la répandre, mais chaque membre du secteur va aller la répandre dans son secteur, dans sa branche. Et à ce niveau, l'information va très vite. Et nous sommes actuellement dans le monde de la vitesse, vous le savez. Et une chose que vous devez savoir aujourd'hui, si demain que vous êtes au courant, vous pouvez tomber. Ça veut dire que vous avez lancé une production à grande échelle en vous servant d'un ustensile, d'un outil qui a été réputé dangereux. Qu'est-ce que vous faites de la production? Alors que si vous aviez été informé à temps, vous ne l'aurez pas fait. Et c'est à ce niveau que la pertinence de l'organisation de ces structures et de ces missions se fait sentir. C'est à ce niveau. Imaginez-vous qu'à un moment donné, l'État n'ait pas eu des moyens pour pouvoir se raviser au regard des contestations qui ont été faites relativement à un produit. Qu'est-ce qui allait se passer s'il n'y avait pas le dernier filtre? C'est un dernier filtre qui est capital pour dire non, ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on ferait? Mais ce qui est encore plus important, M. le député, tout à l'heure, on parlait des produits d'origine locale, etc. Mais ce centre a la particularité de donner l'information sur les niches de croissance. Parce qu'il y a plein de secteurs, des branches dans ce secteur qui sont inexplorées. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple des stations-service qui poussent comme des quincailleries. Absolument. Les gens ne sont pas inspirés. Alors qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Aujourd'hui, je sais que forcément, vos enfants aiment bien manger les frites de pommes. Ça, c'est sûr. Quel est l'opérateur qui fait ça au Cameroun? Est-ce que c'est acceptable qu'aujourd'hui, on soit en train de manger du salé, alors que nous, Camerounais, Africains, le salé, ce n'est pas notre affaire. Nous mangeons du piment. Le sel, c'est le piment des Occidentaux. Alors, tout ce que vous prenez comme pour les apéros, c'est plein de sel. Alors, nos chips que nous faisons avec du plantain, qui demandent simplement d'avoir un emballage adéquat, de prêter attention au moment de la production, ça arrêterait cette entrée massive de tout cela qui ne correspond pas à notre culture. Et c'est ça, à ce niveau-là, quand quelqu'un vient et a une préoccupation d'aller s'installer dans un secteur saturé, on lui fait des propositions dans des branches où il n'y a pratiquement personne. Mais nos enfants sont à court de tout ça, M. Dipita. Et dans ce cas, quel est le processus de vérification? Comment s'opèrent les contrôles? Vous savez, il y a des inspections et il y a des contrôles. Okay. Il y a des organismes qui sont agréés, il y a des organismes qui sont accrédités pour faire des contrôles. Donc, vous devez obtenir le document qui vous autorise à pouvoir procéder à des contrôles. Si on prend le cas des laboratoires, normalement, vous devez être accrédité ou agréé par l'autorité compétente pour exercer votre métier, celui de l'évaluation. Parce que l'autorité qui est chargée d'aller sortir du marché, elle a besoin, pour que son contrôle soit efficace, des résultats d'analyse, des évaluations qui sont fiables. Et une fois qu'elle les détient, elle se sent à l'aise. Quand on parle d'inspection, vous avez par exemple les brigades phytosanitaires qui inspectent ces produits qui entrent pour s'assurer que, relativement à cet aspect, tout est bien fait. Vous comprenez encore que c'est des agents assermentés par l'autorité compétente. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place pour que le contrôle soit efficace. On a d'abord un contrôle qui est visuel, parce que tout part du visuel, par ceux qui sont habilités à contrôler. Vous savez, à la porte, vous avez la direction générale des douanes. Ça, c'est clair. Qui a une brigade spéciale d'intervention, qui a une brigade qu'on appelle Alcomi, halte au commerce illicite. Mais maintenant, quand le produit est dans l'espace commercial, vous avez le ministère en charge des questions de commerce qui entre donc en jeu et qui, cette fois, à travers sa brigade, doit agir. Vous voyez, chacun agit à un niveau particulier. Il n'en demeure pas moins que la direction générale des douanes, parfois, opère sur l'étendue du territoire
pour des raisons que vous pouvez imaginer. Parce que si vous, monsieur Dipita, vous avez acheté un produit manifestement non conforme, vous pouvez saisir le directeur de douane, lui donner la facture d'achat de votre produit. Sa brigade doit comprendre comment ce produit est entré dans l'optique de procéder à un redressement. Absolument. Si c'est un produit qui est conforme. Ou alors faire savoir au ministère du Commerce que ça doit être retiré du marché, encore que la brigade a aussi cette capacité de sortir. D'ailleurs, en 2015, quand il y avait des problèmes sérieux sur les huiles, le Premier ministre avait demandé une action concertée entre le ministère des Finances et le ministère du Commerce pour être efficace. Donc vous avez un ensemble d'administrations qui ont en leur sein des unités spéciales qui sont chargées de procéder au contrôle. Vous avez des unités qui sont chargées de procéder à l'inspection. Donc c'est cette matrice-là qui doit être connue de tous nos téléspectateurs, de tous nos consommateurs, pour qu'ils sachent à un moment donné qui fait quoi. Absolument. Sinon, il y aura une espèce de confusion qui va s'opérer dans l'esprit. Et au regard des enjeux, vous envisagez de mettre sur pied un laboratoire? Non, on n'envisage pas le laboratoire, est là. Il existe déjà. Il est là. Et je peux vous dire que ces équipements ont été acquis à travers un appui de l'État via ses partenaires au développement. Parce que c'est quand même bon de le dire. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Dans notre pays, nous avons plus l'habitude de critiquer, et de ne pas savoir. Non, c'est bon de critiquer. Ça permet de faire bouger les lignes. Oui, mais il faut savoir dire que ce qui est bien est bien. Vous savez très bien que quand ça ne marche pas, il dit que ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Mais là, au moins, l'État a fait un premier appui qui était un appui en termes de matériel. J'ai pu vous dire que ça a coûté plus de 300 millions de francs, les équipements qui ont été acquis dans un premier temps. Parce qu'un laboratoire, ce n'est pas 10 francs, M. Dipita. L'évaluation de ce laboratoire, on est quasiment à 1,5 milliard pour que tout puisse être fait dans le secteur. Donc, c'est une réalité. Ce n'est plus de la spéculation, c'est là. Et je dis, c'est louable. Aujourd'hui, le secteur privé doit savoir, particulièrement le secteur de l'agro-industrie, qui a désormais une structure qui est là pour l'accompagner, non seulement dans l'amélioration de la qualité en termes de renforcement des capacités, de modernisation de l'outil de production, des processus de fabrication, mais également dans l'évaluation, parce que c'est quand même une de nos faiblesses. Vous savez, équiper le plus petit laboratoire dans une unité, ce n'est pas chose facile, il faut le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire a deux volets. Il y a le volet de l'analyse, il y a le volet de la formation. Parce qu'on gagnera toujours en faisant une première évaluation dans l'unité de production. J'aime dire qu'on ne peut pas avoir un produit fini de qualité si on n'a pas une matière première de qualité. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train d'acquérir le plantain ou le manioc que vous allez transformer, il faut déjà qu'au niveau du laboratoire, les plus petits tests élémentaires puissent être faits. Et que maintenant, le laboratoire du centre technique ne vienne que pour des choses un peu plus complexes. Donc, au niveau de la matière première, vous faites ce premier travail pour que votre produit fini soit quand même dénué d'un certain nombre de choses qu'on aurait pu éviter si on avait pris soin d'évaluer la matière première avant de l'acheter. Parce que c'est comme ça que c'est fait. Les filières organisées, c'est comme ça. Quand vous arrivez au niveau de l'unité, votre produit, avant qu'on l'achète, on l'évalue. On fait des tests qui sont élémentaires. J'aime souvent prendre le cas des huiles parce que c'est une chose qui vient naturellement et très vite. Quand vous amenez une huile de palme, la première chose, on vérifie le taux d'humidité, on vérifie le taux de peroxyde, on regarde les impuretés, on vous dit rentrez votre cargaison. Vous voulez empoisonner les Camerounais. C'est très vite fait. Donc la raffinerie n'acceptera jamais ça. Parce que sinon, au bout de la chaîne, le produit que vous allez présenter ne sera jamais un produit de qualité. Donc, ce deuxième volet-là est extrêmement important. Parce que là, nous avons formé déjà plusieurs responsables de laboratoire pour qu'eux, ils soient capables de faire le premier travail par rapport à quoi consiste la formation que vous dispensez. Concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit des analyses que j'appelle résiduelles. Okay. Parce que pour savoir s'il y a de l'humidité dans un produit, il y a des équipements. Ça veut dire qu'on doit vous dire si vous ne les aviez pas. Parce qu'on vous dit ce que vous devez faire, ce que vous devez faire à la farine. Si vous voulez faire une bonne pâte alimentaire,
Douala d'abord, c'est une ville qui est humide, il faut le savoir. Maintenant, si vous dépassez le taux d'humidité qui est accepté, au regard de votre matière première, le produit ne sera jamais bon. Ça sera du couscous que vous allez servir aux gens, alors que la pâte, quand vous la mangez, vous devez sentir qu'elle est un peu dure. Donc, c'est ça qu'on enseigne à ces responsables de laboratoire. On leur enseigne beaucoup les bonnes pratiques, M. Dipita, d'hygiène. Parce que si déjà, cela n'est pas fait au niveau de l'analyse, si déjà, comme dans le laboratoire, vous vous rendez compte que les choses sont n'importe comment, on entre n'importe comment, il n'y a pas le dispositif élémentaire, parce qu'on aboutit souvent à des conclusions, vous devez vous équiper de tel petit matériel pour faire quand même cette petite évaluation. Je peux vous dire que lors des premières formations que nous avons faites, j'ai été interpellé par les directeurs généraux de société. Ils m'ont dit, vous avez rebellé tous nos responsables. J'ai dit, en quoi faisant? Mais on nous dit qu'on n'a rien ici, il faut qu'on ait le minimum si, alors que moi j'ai pas de moyens pour les acheter. J'ai dit, mais monsieur le directeur général, c'est dans votre intérêt. Si vous ne pouvez pas repousser dès l'entrée de votre unité la matière première qui pose problème, vous n'aurez jamais un produit de qualité, quel que soit le type d'équipement que vous allez acquérir. Et quel est le profil des experts? Je veux dire, à l'origine, à la base, c'est tout métier et vous leur donnez des acquis. Vous savez, lorsqu'on organise des formations, on recommande les profils. D'accord. Parce que c'est important. Nous avons une activité qu'on appelle étude et diagnostic, qui est capitale. Parce que c'est à travers cette activité qu'on identifie les goulots d'étranglement dans votre unité. Le goulot peut être dès l'administration. Moi, j'aime souvent dire, quand le directeur confond son poste de directeur général au poste de promoteur, rien n'avance. Rien n'avance. C'est la première chose. On lui demande de se dévêtir d'un de ses manteaux pour regarder les choses froidement. Quand on se rend compte qu'au niveau de votre unité, vous n'avez pas un service qualité, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus admis qu'il n'y ait pas un responsable qualité dans une unité. Ce n'est plus possible. On fait bien le distinguo entre le directeur technique et le responsable qualité. Alors, on vous préconise cela et on vous donne son profil. Ça veut dire que quelqu'un que vous aviez dans la production et dont vous n'avez pas estimé le potentiel qu'il avait pour être responsable qualité, vous accompagnez la qualité. Quand on vous a donné les TDR en vous donnant les profils, vous comprenez très vite. Parfois, certains m'appellent, mais qu'est-ce que je veux faire? Moi, je n'ai pas quelqu'un qui a fait la gloire, je n'ai pas quelqu'un qui... Je dis, vous avez quoi? Quand il donne, je dis, celui-là a le bon profil, amenez-le. Et c'est comme ça qu'on finit par le ramener dans ce service. Et c'est comme ça que nous avons fait créer ce service dans des unités de production qui n'avaient pas compris que la qualité est au cœur de la production. Et en termes d'expertise, je veux dire, quand un problème se pose, oui, tout le monde peut vous saisir. Bien entendu. Il y a des experts qui n'ont rien à voir avec des unités. Je vais vous donner un exemple. Les consommateurs aussi. Pourquoi pas? Mais je vais vous donner un exemple. La loi cadre dont nous parlons, qui porte sur la sécurité sanitaire, elle est nouvelle. Nous avons déjà programmé des sessions de formation pour sa compréhension. Parce que, M. Dipita, il faut que les producteurs qui nous écoutent le sachent, et même les importateurs, que rien ne sera plus comme avant. Il y a une responsabilité à tous les niveaux. C'est pas un discours nouveau, hein? Non, c'est différent. Parce qu'un discours sans fondement juridique, c'est différent d'un discours avec un fondement juridique. Je peux vous dire, M. Dipita, si vous ne faites pas telle chose, vous êtes... Je vous dis, le fondement, c'est quoi? Les Camerounais sont très intelligents, vous dire, le fondement, c'est quoi? S'il n'y a pas de fondement, il dit, mais vous me foutez la paix. Donc aujourd'hui, c'est clair que celui qui produit, celui qui importe, celui qui commercialise, celui qui distribue, celui qui manipule, a des responsabilités claires. Et ils doivent le savoir. C'est des sanctions pénales. Parce qu'on parle d'emprisonnement, personne n'aurait imaginé, vous dites, imaginez mon unité, j'ai produit, vous m'arrêtez, pourquoi? C'est la réaction que les gens peuvent avoir. Mais aujourd'hui, l'État vous dit, je ne veux plus que les choses se passent n'importe comment. Donc, il y a une politique et une stratégie désormais. Ce qui nous manquait, M. Dipita. Moi, j'aime dire, quand rien n'est pensé, on n'a aucun résultat qui peut suivre. Si on est dans une navigation à vue, on ne s'en sort pas. Maintenant que l'itinéraire est bien tracé, chacun sait, au niveau de la position qu'il occupe,
dans la chaîne alimentaire ce qu'il a fait, c'est plus intéressant. Parce qu'avant, c'était comme ça, il n'y avait rien. Alors, étant vous allez dans l'expertise, c'est vrai qu'on a surfé la question du riz tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Prenez un produit dont vous voulez apprécier que c'est peut-être la qualité, le respect des normes. On parlait des chips tout à l'heure. Oui. Comment ça se passe? Je vous dis, le CTA ne s'auto-saisit pas, en réalité. Il y a un problème qui se pose, il y a un consommateur qui se plaint, une association de consommateurs qui trouve que ses membres sont désabusés, il y a le ministre en charge du commerce qui se rend compte qu'il y a une denrée qui fait problème, le centre est saisi, il travaille en toute confidentialité, mais également en toute transparence. Vous prêtez serment, non? Mais vous ne pouvez pas faire ce genre de choses et penser que vous n'avez aucune responsabilité. Je vous ai dit, si vous prenez la peine de dénaturer un échantillon dans l'optique de nuire à un opérateur, il faut bien que la loi vous sanctionne. Et cette loi-là, elle est claire là-dessus. Que ce soit l'agent de l'État qui vient faire un prélèvement et s'amuse à dénaturer ce qu'il a fait, il est sanctionné. Que ce soit vous qui êtes au laboratoire, qui avez une responsabilité qui est certaine, qui essayez de manipuler les résultats, vous êtes sûr que vous avez une responsabilité. Donc dans cette chaîne alimentaire aujourd'hui, chacun sait ce qu'il attend. Dans l'hypothèse où il est démontré qu'il a failli à la mission qui lui incombe. Et c'est pour cela que je dis cette formation est capitale. Parce que ceux qui importent ou ceux qui commerçaient tout court avaient l'impression qu'ils étaient exempts des sanctions. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, ils avaient vite fait de se retourner vers le producteur. Mais ce n'est pas vrai. Si vous avez manipulé le produit, si c'est vous qui l'avez transporté en lieu détériorant, vous l'avez mis dans un, comment dirais-je, vous avez utilisé un outil qui n'était pas approprié, un outil qui est même interdit, peut-être parce qu'on sait ce qui crée. Vous savez, l'alimentaire a quelque chose de particulier. Vous n'allez pas mettre une denrée alimentaire dans un récipient qui, au vu et à l'analyse, pose un problème. Si vous êtes en train de vouloir garder un produit dans un récipient qui est oxydable, mais vous créez un problème. Si c'est vous qui avez pu mettre là-dedans avant de commercer, c'est vous le responsable. Ce n'est pas celui qui vous a vendu la denrée dans un emballage qui était régulier. Vous êtes allé transvaser pour peut-être reconditionner. Vous avez créé un problème. C'est à vous la responsabilité. Vous est-il déjà arrivé, par exemple, qu'une partie demande une contre-expertise d'un travail que vous avez déjà réalisé? Pour le moment, non. Ah. Non. Vous savez, la preuve du contraire relativement à une action menée par quelqu'un qui a assermenté, c'est une procédure que nous appelons périlleuse. Elle est périlleuse. Donc, il faut être certain de ce que vous faites. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des concurrences qui se passent dans des laboratoires. Nous avons déjà eu à faire une autre expertise par un laboratoire extérieur pour nous raviser que ce qu'on avait fait était correct. Ça se fait. C'est autorisé. Si ce laboratoire est accrédité et que vous voulez être sûr que le résultat que vous avez émis est exempt de toute critique sur le plan scientifique, vous pouvez bien faire ça par un autre laboratoire. Ça, c'est autorisé. C'est autorisé. Et d'ailleurs, nous avons un ensemble de conventions que nous sommes en train de passer avec des structures qui font, peut-être pas avec la même autorité ce que nous faisons, pas avec le même pouvoir. Parce que moi, je précise toujours que nous avons une mission de service public. Ça veut dire qu'une fois que vous avez dit ce que vous avez dit, si l'État n'est pas convaincu via un de ses démembrements de ce que vous avez dit, il va nous interpeller. L'agroalimentaire, c'est vrai, c'est un secteur assez vaste. Ne vous arrive-t-il pas d'être débordé? Avez-vous la structure assez présente sur l'ensemble du territoire national, les ressources suffisantes pour répondre à toutes les sollicitations qui pourraient s'imposer? Vous savez, la particularité du centre technique, c'est qu'il n'est pas bondé d'experts. Il a des experts externes. Ah, d'accord. Et pour l'essentiel, les experts internes sont là pour contrôler le travail d'experts externes. Nous avons eu la chance de mettre sur pied ces structures en observant les modèles dans des pays.
Et on avait compris que lorsque les centres techniques étaient bondés d'ingénieurs, à un moment donné, ça devenait du fonctionnariat. Et c'est pour cela que nous avons des responsables des départements. Études de diagnostic, formation, information, normes et qualité, système d'information, l'aspect laboratoire. Maintenant, quand on a des formations spécifiques, on cherche des experts qui sont nationaux et qui sont étrangers. Ils font leur travail sous le contrôle des experts du département. Vous savez, il est dangereux d'être juge et parti. Et c'est à ce niveau-là que nous avons fait la différence. Non seulement ça évite un engorgement de la structure, avec des gens que vous payez peut-être inutilement, mais également ça permet à ce que quelqu'un fasse un travail et que vous vous assurez qu'il a bien fait, pour que demain, il puisse à nouveau être appelé. C'est pour ça que le profil est fondamental. Chaque fois qu'on fait une formation, le profil du formateur est annoncé à l'opérateur, à l'industriel qui est en train d'envoyer ses cadres à la formation pour qu'ils comprennent pourquoi celui-là a été choisi et l'apport qui peut être fait. Je peux déjà vous annoncer que celui qui va faire la première formation sur la sécurité sanitaire des aliments, c'est un des acteurs majeurs ayant travaillé dans cette loi. Parce que vous savez, il est souvent difficile de venir parler des choses qu'on n'a pas éprouvées. Non seulement il l'a fait, mais c'est quelqu'un qui a été à la cellule des normes au ministère du développement industriel et commercial. Quand je le dis, ceux qui n'ont pas la mémoire très faible, vous se dites, mais est-ce qu'il y a un ministère? Effectivement, c'est en 2004 que ça a glissé et que ça a été scindé en deux. Donc cet expert était déjà dans cette cellule. Donc, et il a travaillé dans d'autres structures du codex alimentaire ou sur le plan national, il a fait secrétariat technique. Donc, quand vous avez un profil comme ça, vous comprenez qu'il vient vous parler de ce qu'il sait faire le mieux. Et c'est ce que nous faisons au centre. L'expertise est le leitmotiv, l'expertise est la chose qui rassure. D'ailleurs, ceux qui ont fait la formation ont dit, nous n'avons rien à vous reprocher. Et c'est pour cela que quand on organise, c'est nous qui limitons. Vous savez, il ne faut pas qu'il y ait trop d'auditeurs, sinon à un moment donné, les échanges ne sont pas francs. Et nous avons expérimenté quelque chose sans technique, de très particulier. C'est que non seulement vous pouvez demander des formations à la carte, mais au terme des formations théoriques, on choisit une unité qui excelle dans la branche qui est concernée, où les gens vont constater effectivement comment ce qu'on leur a dit se fait. Donc un cas pratique. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les directeurs généraux ont dit que j'ai créé des rebelles dans leurs unités. Je leur ai dit non. Et c'est ça leur rôle. Ce n'est pas d'applaudir tout ce que vous faites, qui n'est pas forcément bien, mais c'est de relever les insuffisances qu'il y a dans leur unité au regard des formations qu'ils ont eu à acquérir pour que vous puissiez monter d'un cran. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits. Et le plan de formation 2018 est presque saturé, c'est-à-dire qu'en termes de personnes qui vont assister aux différentes sessions. Donc, l'approche méthodologique est quelque chose de fondamental dans ce que nous faisons. Et c'est avec ça que nous voulons faire la différence. Et comme je le dis, dans bon nombre de produits agroalimentaires. Bien entendu. Vous savez, le Cameroun a la particularité d'avoir des produits où les regards sont le plus focalisés. Ce n'est peut-être pas votre domaine, mais je veux dire que c'est le même dispositif pour d'autres produits non agroalimentaires, textiles. Non, vous savez que le centre technique, le CTA, comme on le dit, Centre technique agroalimentaire du Cameroun, est la première expérience dans ce domaine. Parce que maintenant que l'État a vu que ça fonctionne bien, l'idée est maintenant de mettre en place d'autres centres techniques dont nous avons été un peu le précurseur. Parce qu'il y a des secteurs comme ceux du génie civil, ceux de la mécanique, ceux de la pharmacie, où on trouve n'importe quoi. Aujourd'hui, au Cameroun, on commercialise encore des prises qui n'ont pas de terre. Ce n'est pas acceptable. Donc, le centre technique est là pour filtrer maintenant ce qui entre en termes de qualité. Donc, c'est lui, une fois qu'il a validé ces centres techniques de la mécanique, de l'électricité, tout ce que vous voulez, une fois qu'un produit a même du textile, vous savez le problème que nous avons avec une concurrence déloyale qui est faite à notre unité nationale.
il faut le dire, à notre principale unité qui produit le textile. Et il est de bon ton que le Cameroun protège ses champions. Parce que c'est une chose que nous disions, nous avons vu que le ministère de l'économie est en train d'intérioriser cela, la notion de protection et de création des champions. Vous ne pouvez pas avoir un champion dans le textile qui est menacé par tout type de produits de mauvaise qualité venant de l'Asie et d'autres pays que je n'ai pas envie de citer. Et ça, le centre technique du textile doit donc arrêter l'entrée de ces tissus qui ne valent rien en réalité. Donc c'est ça le rôle des centres techniques. Et je sais d'ailleurs que le bureau de mise à niveau qui a travaillé dans la mise en place du centre technique agroalimentaire est en train de réfléchir, parce que son rôle c'est ça aussi, sur la mise en place d'autres centres, pour que nous ayons quand même la capacité de rendre notre espace commercial sain. J'aime dire, le Cameroun ne sera plus jamais une poubelle. Vous qui observez tout ça, pourquoi dans les autres secteurs ça a autant traîné, selon vous? Bon, vous savez, une chose est de dire que les choses ne marchent pas, une chose est de le faire savoir. J'aime dire aux gens, quand on dit l'État camerounais n'écoute rien parfois dans le domaine de l'économie, je dis non. Parce que nous, chaque fois qu'un problème s'est posé, nous l'avons reposé. Aujourd'hui, il y a un problème, par exemple, qui se pose, je vais profiter pour le dire. Alors, quand vous produisez localement une denrée, vous voulez l'exporter, on vous met une taxe à l'exportation. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. On ne peut pas vous demander de payer une taxe sur un produit qui est localement ouvré quand vous voulez l'exporter. On ne peut pas vous demander, vous, opérateur économique, de recouvrer 10% de précompte à un autre opérateur qui était censé payer ces 2,2 qu'il n'a pas fait. Mais les fonctionnaires du fisc sont où? Ils sont payés pourquoi? Ça, nous, on le dit haut et fort. Laissez-nous nous concentrer à l'activité de production. Nous ne sommes pas vos collecteurs d'impôts. Parce que si quelqu'un ne paye pas son précompte de 2,2, mais que le fisc a fait son travail, on ne peut pas demander à un opérateur économique d'aller recouvrer 10%. Mais vous savez quelle est la conséquence? Non, du tout. C'est que tous vos petits fournisseurs vous fuient. Ils vous fuient. Vous devenez le bourreau. C'est ça. Et quand ils vous fuient, la conséquence, c'est quoi? À un moment donné, vous serez plus à même de produits. Non, vraiment, de grâce, que l'État se réorganise, que la direction des impôts se réorganise. Nous ne sommes pas leurs collecteurs d'impôts, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de produire, produire et produire. Pour qu'on soit à même de satisfaire la demande locale, qu'on soit à même de nous exporter. Ne nous demandez pas de passer notre temps à aller chercher l'argent dans les caisses des gens pour qui on n'a pas beaucoup de temps. Je vais prendre un produit au hasard dans lequel votre expertise est d'ailleurs reconnue. J'ai rappelé tout à l'heure vos différentes fonctions dans le secteur des huiles, de toute forme. Sur le marché aujourd'hui, on peut quand même être rassuré de ce que le minimum est respecté en termes de diverses offres dans les oléagineux. Vous savez, j'aime souvent dire que le Cameroun a une chance. Parce qu'on ne produit pas que du palme raffiné. On produit aussi du coton raffiné. On produit même du soja raffiné et même du maïs et de l'arachide raffiné. Donc, on a quand même cette variété. Et notre force, c'est que c'est un secteur qu'on a organisé. C'est-à-dire, cette filière est sérieusement organisée. Et c'est ce que j'essaye de faire par les autres filières. Parce qu'il est difficile pour un industriel de venir parler en son nom. C'est très difficile. Mais quand le problème est circonscrit et il est posé dans l'intérêt de l'ensemble de la filière, il est mieux, c'est-à-dire qu'il est mieux perçu par les autorités. Et c'est pour cela que je dis, c'est un effort qu'il faut faire. Quand il est fait, on est donc certain qu'on va pouvoir avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette filière de oléagineux, quand on parle même de la chaîne de valeur, c'est elle qui représente la chaîne de valeur au Cameroun. Vous n'avez pas mieux que ça. C'est-à-dire de la fourche à la fourchette. Tout est fait dans cette chaîne de valeur. Et l'avantage donc, c'est que il est difficile qu'une production sorte d'une unité et ne respecte pas la qualité. Parce qu'il y a d'abord un autocontrôle au sein de la filière et une dénonciation même de ceux qui s'amusent. C'est vrai, vous avez des gens qui font partie de la filière mais ne sont pas nombreux. Ceux qui sont reconnus au niveau du comité de régulation de cette filière ont la responsabilité de mettre dans l'espace des produits de qualité. Et c'est pour cela que j'aime dire
qu'il ne faut pas qu'on confonde. Tout à l'heure, nous avons dit, M. Dipita, qu'aujourd'hui, ceux qui manipulent ont une responsabilité. Hier, ils pouvaient encore échapper à ça. Si moi, je vous ai sorti d'une raffinerie un bidon de 20 litres traçable, c'est-à-dire bien hermétiquement fermé, bien étiqueté, avec la nature de l'huile, avec sa date de fabrication, de péremption, avec la mention et son enrichissement, et que vous prenez le risque d'aller ouvrir ce bouchon-là et commencer à détailler dans des bouteilles non conformes, l'outil que vous avez utilisé pour le faire, ou alors l'emballage que vous avez utilisé, s'il pose problème, c'est vous qu'on va arrêter. Ce n'est plus le producteur. Parce qu'il va établir qu'il vous a donné son produit dans le respect... Un produit conforme. Conforme, c'est-à-dire le respect de la NC04, relative à l'étiquette alimentaire préemballée, respect de la NC77, qui concerne l'enrichissement des huiles. Vous n'avez pas venu lui dire que c'est j'ai acheté chez vous. Non, c'est pas ce qu'il vous a vendu. Tout cela. Et là, j'en appelle encore vraiment à l'expert sur le plan intrinsèque. Quelles sont les failles? Quelles sont les améliorations qu'il faut encore faire? Quelles sont les limites, si tant il est vrai qu'il y en ait? Moi, je pense que aujourd'hui, on essaye d'écouter le client. Parce qu'il s'est posé un problème sur les petits conditionnements concernant beaucoup de produits, que ce soit le riz, la farine, les huiles. C'est que les responsables commerciaux ont remonté comme information, a été intériorisé par les responsables d'entreprise, qui ont donc compris qu'il se pose un problème de pouvoir d'achat. Et que c'est cela qui est à l'origine de la mise sur le marché des produits dans des formes qui ne sont pas acceptables. Et du coup, ces unités se sont engagées et elles ont commencé à le faire, à mettre dans le marché des petits conditionnements à la dimension de la bourse des consommateurs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous voulez acheter de la farine, parce que du riz, si vous n'avez que 250 ou 300 francs, vous pouvez trouver un truc en sachet d'un demi-kilo qui est bien marqué, et même d'un quart de kilo qui est bien marqué. C'est le cas des huiles. Vous trouvez aujourd'hui des huiles dans des tout petits conditionnements. Ça vous permet donc, avec vos 2000 francs, d'acheter votre huile, d'acheter votre riz, d'acheter votre tomate, et de pouvoir aller cuisiner. Donc, il y a cet effort qui doit être fait. Et nous sommes très sensibles à ça. Quand je prends le cas du miel, le miel aujourd'hui est beaucoup vendu dans des conditionnements plastiques. Ça, c'est le non-respect de la norme. Vous voyez? Ça pose un problème. Nous essayons d'expliquer à ces producteurs qu'il faut qu'ils passent à la bouteille et aux petits conditionnements. Ils nous disent, le verre, ça coûte cher. On leur dit non, vous n'avez pas de choix parce que le moment venu, quand il faudra sévir, c'est quand même mauvais. Ça pose un problème de santé aussi. C'est ça, on le dit, c'est la santé du consommateur qui aujourd'hui est mise en exergue. Et si vous voulez continuer à être en capacité de vente, il faut que vous puissiez vous arrimer. Ce sont des choses qu'on est en train de leur dire progressivement, et je peux vous dire qu'ils comprennent, même les fabricants de piments. Aujourd'hui, le piment, monsieur Dipita, ne se vend plus comme vous voyez à l'époque. Il y a des bons petits conditions d'emballage qui sont faits en des matières qui respectent justement la norme, et vous trouvez votre piment aujourd'hui dans le supermarché. Alors pour finir, vous êtes-vous déjà retrouvé de façon concrète face à un cas qui pose un problème, un lien direct de santé publique? Vous faites une expertise ou alors une association structureuse est venue se plaindre et vous parvenez à démontrer que s'il y a telle population ou tel individu qui a été atteint sur le plan sanitaire, c'est en lien direct avec un produit qui est récriminé? Non, on n'a pas encore eu ces cas. Vous savez, on est quand même assez jeune, on n'a pas encore eu des cas des produits qui ont créé une intoxication alimentaire. C'est ce que je voulais dire. Non, on n'a pas encore eu ça. C'est pour cela que nous disons que nous sommes en train de travailler dans le cadre de la prévention déjà. Parce que les explications que nous donnons permettent de prévenir un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple par rapport à cette prévention que nous faisons. Vous avez certainement entendu parler des engrais biologiques. Oui. Aujourd'hui, ce que certaines communes font, comme la commune de Djan, qui a une agence municipale de gestion des déchets, c'est que les déchets sont collectés, sont amenés dans une décharge, sont triés.
tout ce qui est biodégradable est mis d'un côté, tout ce qui est non biodégradable est mis de l'autre côté. Et tout ce qui est biodégradable permet de faire du compost, qui va donc servir comme engrais, mais biologique, à la culture des denrées. Ça règle un problème, M. Dipita, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les résidus de pesticides qu'on trouve dans beaucoup de produits, comme la tomate et bien d'autres. C'est simplement lié au fait que ce qui est utilisé pose un problème. Et lorsque ce compost est fait, vous comprenez qu'il y a de fortes chances que votre matière première soit de qualité. Donc il y a maintenant un travail en amont qu'on est en train de faire, en intégrant au niveau du centre ceux qui travaillent pour faire élever la plante, c'est-à-dire ceux qui vendent les engrais. Et je peux vous dire qu'un des grands vendeurs de la place est en train de muter, parce qu'il est aujourd'hui en train de passer des engrais chimiques aux engrais biologiques. Parce que, vous serez peut-être surpris, tout le monde veut rentrer dans la vieille école. C'est-à-dire? Que ce soit le pain. Aujourd'hui, personne ne veut manger le pain qui est soufflé comme vous. Tout le monde parle du vieux pain. Aujourd'hui, chacun veut manger une salade qui a été cultivée avec un engrais biologique. Personne ne veut plus manger ce qui est chimique. Parce qu'en fait, les engrais chimiques, ça a monté ses limites. On a dit oui, on veut densifier la production. Mais en densifiant, il y a des soucis. Nous travaillons par exemple actuellement sur un problème qu'il y a sur le poulet. Vous savez, le poulet est élevé à partir de la provente. Et dans la provente, il y a les antibiotiques qui sont en train de créer des résistances chez les enfants qui mangent le poulet. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre élément pour combattre toutes ces maladies que les poules ont. Et ça, le centre est dans un partenariat avec des Italiens pour pousser cela vraiment au bout et pouvoir encadrer les gens de cette filière qui font partie de l'agroalimentaire. Ça, ce sont des choses très concrètes que nous faisons. Et c'est un travail qui est en amont. Au lieu de dire, ce poulet est mauvais, il est ceci. Non. Avec l'agence des PME aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le sens d'accompagner un certain nombre de très petites entreprises qui ont été répertoriées à ce niveau et qui ont des besoins d'études et de diagnostics, qui ont des besoins d'accompagnement. Donc nous sommes en train de sceller ce partenariat-là pour qu'à la longue, ce petit entrepreneur à qui on commande du poulet fumé, parce que vous savez aujourd'hui, c'est un peu la mode. Absolument. On trouve le poulet fumé, chacun dit, c'est fumé dans quelles conditions? C'est conservé dans quelles conditions après avoir été fumé? Donc nous sommes en train de travailler avec cela pour qu'ils puissent vous fournir, vous consommateurs, un poulet fumé dénué de tout ce qu'on peut imaginer. Préserver la santé publique. Exactement, monsieur. Jacques Tom Le Tchabgo, merci. C'est moi qui vous remercie et je salue l'initiative que vous avez de vous démarquer un peu des débats politiques. Je dis, monsieur Dipita, nous avons un problème de croissance dans notre pays. Nous avons un problème de déficit de notre balance commerciale. Nous ne pouvons résorber ce problème-là qu'en transformant. Et c'est pour cela que des émissions comme celle-ci sont à saluer. Parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs comprennent que le Cameroun a un potentiel. Il faut simplement qu'on aille dans cette transformation. Et même si à la fin de la journée, c'est le politique qui décidera de ce qu'il faut. Oui, mais il décidera s'il a mangé. Vous savez, tout pays qui se respecte est un pays fort dans le secteur de l'agroalimentaire. Et il faut que le Cameroun soit fort. Et il me souvient que le tout premier président de ce pays disait, avant l'or noir, il y avait l'or vert. Après l'or noir, il y aura l'or vert. Et je ne l'ai jamais dit dans cette émission, vous êtes par ailleurs homme politique. Bonsoir. Oui, politique de développement. Je vous remercie. Madame, monsieur, bonsoir. Cette idée de cette émission, évidemment, nous a été suscitée par la dernière actualité autour de ce qu'on a appelé l'affaire du riz Broly. Quelles qualités de produits sont étalées sur nos supermarchés ou dans nos surfaces? Qu'est-ce que nous consommons? Sommes-nous à l'abri des problèmes de santé publique? Bonsoir et à jeudi prochain pour notre édition d'entretien avec.